Bonjour à tous. On s'est dit que voilà, il est 16h30, on va commencer. Les gens sont en train également d'arriver d'un point de vue en visio. Donc là, je pense que c'est pas mal. Merci en tout cas d'avoir répondu présent pour ce troisième événement de la semaine autour de la levée de fonds, co-organisé par les docs numériques que je représente, l'usinerie Partners par Anne-Sophie et le village Baïséa Champagne-Bourgogne par Thomas, Florence et Sophia qui reviennent, je pense. Du coup, déjà, merci à Nicolas Rich d'avoir répondu présent pour cet événement autour de comment réussir son pitch. Il le dira mieux que moi, mais c'est interactif, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à rendre ça le plus concret possible. En quelques mots, je vais vous présenter les docs numériques. C'est un accélérateur de start-up. On accompagne les entreprises dans leur phase de croissance et de levée de fonds. Et en parallèle, on opère différents programmes French Tech. Je vais laisser la parole à Anne-Sophie pour qu'elle vous présente également l'usinerie Partners. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc moi, je représente l'usinerie Partners. Donc nous sommes basés à Chalon-sur-Saône et nous accompagnons les entreprises industrielles dans leur transformation numérique et digitale et les porteurs de projets dans leur développement. Merci. Et c'est Anne-Sophie qui va animer le chat et qui prendra la parole pour ceux qui sont en distanciel pour poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas aussi à communiquer via le chat et Anne-Sophie se fera le relais. Je vais laisser la parole à Florence pour nous dire quelques mots sur le village. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je commence à reconnaître certains visages, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes aussi derrière leur écran. Donc, bienvenue pour cette troisième journée. Donc, au village Baïséa, où nous avons une équipe de 3 personnes, avec Thomas qui prend des photos, Sophia, qui est Startup Manager, et donc moi-même, Florence. L'objectif donc du village qui est situé à proximité d'un site international de la gastronomie et du vin, c'est également de recueillir des startups, de les accompagner dans leur croissance en facilitant les échanges avec les entreprises du territoire. Merci. Je te laisse la parole. Merci. Alors, je ne vais pas parler hyper fort, je vais parler dans le micro déjà. J'ai une petite extinction la dernière fois. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un petit temps ensemble pour parler levée de fonds, mais dans la continuité de tout ce qui a été fait. C'est l'étape finale, c'est la présentation, le pitch et la manière d'interagir avec vos parties prenantes, entre autres les investisseurs. Ces investisseurs, on va voir, vous avez vu hier normalement les différentes typologies. Tout le monde ne va pas s'adresser aux mêmes personnes pour les mêmes raisons. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de travailler sur quelques clés qui vont vous permettre de bien préparer cet exercice. Donc, je vais me présenter en 2 secondes. Donc, je m'appelle Nicolas, je suis basé à Besançon. Ça fait 15 ans que je fais du conseil en management. C'est mon métier. Et ça fait 10 ans que je bosse avec soit directement des dirigeants de start-up, soit des fonds pour qui je vais un peu donner des coups de pied au derrière aux dirigeants de start-up pour que ça se passe bien et soit pour qu'ils réussissent leur levée avec de la préparation au pitch, soit post-levée pour qu'ils délivrent ce qu'ils ont promis. D'accord, c'est à peu près ça. Et donc, je suis confronté depuis une dizaine d'années à l'ensemble des petites problématiques réelles, tangibles et non avouables de beaucoup de dirigeants. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai clôturé une boîte que j'avais lancée, qui était hébergée au village Baïséa de Besançon il y a quelques mois maintenant. Et donc, je suis passé par toutes ces différentes étapes. Donc, je les ai aussi vécues de l'intérieur et j'ai accompagné pas mal de gens pour le faire. Il y a un truc que j'ai retenu, et c'est par rapport à mon métier, par rapport à tout ce que je fais, c'est de dire on est tous confrontés à un certain nombre de choses et la manière de penser de l'entrepreneur va faire souvent la différence
en termes de pitch, en termes de croissance, en termes de leadership. Voilà, on le voyait avec... C'était rigolo, puis il y avait les élections il n'y a pas longtemps, et il y a quelqu'un qui a fait un post sur LinkedIn qui disait, c'est marrant, parce que les gens qui ont du charisme, ils arrivent à des pourcentages assez élevés, et des gens aussi puissants sur les partis qui avaient moins de charisme, en fait, n'ont pas réussi à faire des trucs. Et il disait, est-ce qu'il y a une notion de charisme derrière, et est-ce que c'est pas lié à l'individu plus qu'aux idées? Et le pitch, c'est un peu pareil. C'est qu'il y a des trucs à porter, il y a des sujets à appuyer. Et j'aime bien cette philosophie qui est de dire ça ne sert à rien de te battre contre quelque chose. Parce que souvent, quand on crée une boîte, c'est pour changer un peu un modèle. Ça ne sert à rien de se battre contre quelque chose. Il faut juste simplement, force tranquille, rendre ce contre quoi on se dresse obsolète. Et c'est un moyen assez simple de faire sa place. Et finalement, on n'a pas à se battre. On raye un peu de la carte la concurrence. Et start-up, pour les entrepreneurs, il y a toujours beaucoup de sujets, et la manière dont je vous propose de travailler aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de mon activité pro, c'est d'aider les gens de passer de ça à ça. C'est-à-dire qu'on a peu de temps en tant qu'entrepreneur, et ce qu'on appelle le taux de transformation, la capacité à transformer un prospect en client, c'est la clé de quasiment tout. C'est-à-dire une journée, une année, une semaine fait un certain nombre d'heures. Scientifiquement parlant, dès que ta semaine elle commence à faire plus que 50-60 heures, c'est pas bon pour la santé. Il faut le garder en tête. Et c'est des courses qui sont très longues. Donc on sait que les semaines seront limitées. Et ce qui est important, c'est de ne pas faire de la croissance parce qu'on a mis énormément d'intensité sur plein de sujets, mais faire de la croissance parce qu'on s'est visé juste au bon endroit, au bon moment. D'accord ? Et c'est ça aussi qui peut faire la différence en termes de pitch, en termes d'adhésion d'investisseurs par rapport à ce que vous faites. C'est votre capacité à vous économiser et à viser très juste. Parce qu'un entrepreneur qui est partout, tout le temps, ce n'est pas un entrepreneur qui dure très longtemps, même s'il est performant à un moment donné. D'accord ? Faut y aller doucement. Avant de commencer à rentrer dans le dur, j'aimerais juste savoir qui a une société. Ah, oui. Ok. Alors, qui a une boîte? Est-ce que vous pouvez juste présenter en 2 secondes la boîte? Ouais. Puisse s'entendre. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui sont tes clients? Pourquoi ils ont besoin de toi et qu'est-ce que tu fais pour eux? Ok. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Agathe. Je porte le projet Écollant qui a pour vocation de créer des collants recyclés à partir de collants usagés. Ma cible, c'est 47% des Françaises engagées qui souhaitent consommer différemment avec aujourd'hui des produits qui sont considérés comme des déchets et qui constituent plus de 7000 tonnes de déchets sur le territoire chaque année. Bonjour, je m'appelle David Mizoul. Ça marche? Ah oui. Bonjour, je m'appelle David Mizoul. J'ai développé une plateforme digitale qui s'appelle LikeUps, qui permet aux sociétés et à titre aussi individuel de créer son propre média afin de développer sa propre base de données utilisateur. Et donc ma clientèle, ça peut être à la fois les festivals, les sociétés, les artistes, etc., qui ont vraiment un besoin de développer leur propre base de données utilisateurs. Bonjour, je suis Pascal Chomara, j'ai créé Fenêtre de Toit pour le nettoyage pour proposer un concept de dispositif de nettoyage de fenêtres inaccessibles, éco-responsables, donc pour des propriétaires de fenêtres de toit, de panneaux solaires ou de surfaces vitrées qui ne sont pas directement accessibles par le client, donc sur le territoire national et international. Sébastien Bricou, je suis le fondateur de Domaine du Goût, une startup que j'ai lancée il y a 4 ans. Et on a 2 produits phares. Le premier, c'est les calendriers de l'Avent avec du vin à l'intérieur. Donc, c'est plutôt pour les particuliers, de plus en plus pour les entreprises. Et l'autre, ce sont des dégustations en ligne pour les entreprises. Et donc, mes clients, c'est plutôt des grosses multinationales dans le monde entier.
Bonjour, moi c'est Romain Coaspin de la startup Simon. Donc Simon, ça va permettre de changer la mobilité sur autoroute très prochainement. On met à disposition au péage des grands véhicules articulés fonctionnant à l'hydrogène vert pour transporter des personnes en dessous, les voitures au-dessus, pour sur les longs trajets autoroutiers, pouvoir valoriser son temps, faire autre chose que conduire, arrêter de perdre son temps et sur des trajets maintenant plus sécurisés et décarbonés. Aurélien Chevalier, Before Road. Before Road, c'est une plateforme de collaboration pour les métiers du spectacle vivant. Nous, notre cible, c'est vraiment tous les acteurs de la culture, autant du théâtre jusqu'à salle de concert, jusqu'à organisateurs, etc. Voilà. Gabin Bouraga, donc porteur de projet. José Ramos, tu veux te présenter plus peut-être pas. Thématique, c'est une plateforme collaborative. Pardon. En fait, c'est de la mise en relation entre les personnes qui souhaitent envoyer leur colis et puis les gens qui voyagent. Donc José Ramos pour la très future entreprise Recharge Plus. Donc c'est du partage de bornes de points de recharge entre particuliers notamment pour véhicules électriques. Plus grand plaisir. On l'entendra deux fois. Bonjour. Sur le chat, on avait Jérôme qui disait qu'il voulait se présenter. Donc, n'hésitez pas à réactiver votre micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, bonjour. Donc, Jérôme Denomazzi, cofondateur de Fabric. Donc, c'est une solution de plateforme SaaS pour optimiser les services clients à base d'intelligence artificielle, entre autres. Et nos clients sont dans différents univers métiers, qu'on est des entreprises qui ont des services clients, petits et moyens et gros, dans le e-commerce, dans le tourisme, dans les collectivités territoriales et également le logement social. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre en ligne? Non, on n'a pas eu d'autres personnes qui se sont manifestées. Ok. Et ben on y va. On a combien de temps devant nous? 1h15. 1h15. Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. On va prendre 3 grands points aujourd'hui. Alors, j'ai une petite manie. Alors là, personne ne me connaît, donc personne n'en rigole. Mais en gros, je fais tout par 3. Donc, chaque fois, c'est ce que c'est. L'innovation naît de la contrainte. Et je me suis perdu quand j'avais créé la boîte parce que ça s'appelle la paralysie d'analyse. Parce qu'en fait, tu as tellement de portes ouvertes que tu bloques, en fait. Et j'avais été conseillé par quelqu'un qui m'avait dit, en fait, la paralysie d'analyse, ça arrive à tous les entrepreneurs. Donc, l'innovation naît de la contrainte. Donc, tu es obligé de te créer des contraintes. Et donc, la contrainte que je me suis créée, c'était de dire je fais tout par 3, c'est-à-dire 3 sujets, 3 sous-arguments et 3 points qui viennent étayer chaque argument. Et 100% de mes presses, depuis 5 ans, je l'ai fait comme ça. Voilà. Et en fait, je me crée mes propres, les propres bases. Mais blague à part, c'est excellent parce que la paralysie d'analyse, souvent, c'est un vrai sujet. Où tu as des entrepreneurs, ils commencent à parler, ils ne s'arrêtent jamais. Et en fait, tu as l'impression qu'ils ont un terrain de jeu qui est complètement infini. Et le fait de se mettre ses propres limites impose aussi quelque chose, dans le sens où l'actualité fait que ce n'est pas forcément bien de dire ça, mais ça s'appelle l'effet Poutine. Et l'effet Poutine, c'est une statistique qui a été faite par du chercheur du MIT qui disait que moins tu parles, plus tu es respecté. Et plus on te craint. Et donc, ils avaient pris tous les accords de négociation avec ce leader. Et en parallèle, ils avaient fait des entretiens d'embauche dans les plus grandes banques américaines. Et ils avaient fait une corrélation entre le nombre de mots et le pouvoir perçu et l'influence perçue des gens. C'est-à-dire que le moins tu parles, le plus tu gagnes d'argent et le plus de chance d'avoir le poste. Ce qui est juste génial. Et plus tu parles, plus ça veut dire que tu as des choses à justifier,
plus ça veut dire que tu n'es pas forcément à ta place. D'accord? Et c'est un vrai sujet. Et donc, ça s'appelle aussi la précision du langage. Et cette précision du langage, elle se traduit aussi par un certain respect de la part des gens, parce que souvent, les experts, si on caricature ça, tout le monde peut avoir l'idée, ou dessin animé ou film d'animation, où tu as des gens qui font des arts martiaux qui font plein de mouvements dans tous les sens, et tu as la personne qui fait ça depuis 20 ans, qui arrive, qui fait comme ça, et puis voilà, personne tombe par terre. Et donc c'est comme la précision du langage, c'est-à-dire que plus vous allez exceller sur un terrain de jeu qui est limité, et on évite la paralysie d'analyse, plus vous allez être pertinent, et plus vous allez développer d'énergie dans le bon sens. Et donc, aujourd'hui, le pitch en mode j'y vais, j'ai trouvé mes investisseurs, j'ai trouvé avec qui je veux bosser, et je vais devoir faire ce fameux oral qui peut se faire à plein de sauces différentes, à l'américaine, avec des choses très inspirantes, à la franco-française historique, avec du chiffre et du chiffre. Et en fait, il y a un petit entre-deux qui fait que c'est sympa, où on s'adapte aussi aux gens qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui a passé, et c'est des grosses erreurs que j'ai pu voir, qui a passé sa vie à écouter des discours hyper inspirants de la Silicon Valley, qui va pitcher devant un fond un peu historique, conservateur français, il a toutes les chances de se planter. Alors qu'il fait le même pitch de l'autre côté de l'Atlantique, ça se passera très bien. D'accord? Donc il y a ce petit équilibre à trouver entre ce qui vous inspire, vous, en tant que personne, et l'audience qu'il va y avoir en face. D'accord? Mon conseil maintenant, en ayant vu les gens qui ont réussi, les gens qui ont recommencé 3 fois, etc., je le dirai en conclusion, mais je vais le dire en introduction aussi, c'est assumer complètement votre style. Parce que c'est votre style qui fait que vous êtes unique, et c'est votre unicité qui fait qu'on va peut-être vouloir bosser avec vous. D'accord? Et je ne sais pas si vous connaissez un plasticien qui s'appelle Jeff Koons, qui a fait des petits ballons en... C'est un des plus grands plasticiens, et il a dit un artiste se révèle quand il a compris que tout ce qui traîne comme ce qu'il croyait être des boulets sont en fait joue en sa faveur, parce que c'est ce qui fait qu'il est unique. Et que souvent un artiste ou un entrepreneur ou un étudiant ou un innovateur, il a tendance à culpabiliser sur certaines parties un peu sombres ou qui non assumées de sa vie, et veut plutôt les effacer, alors que c'est ce qui fait qu'il est unique, et il faut que ça joue en sa faveur. Et il disait l'artiste se révèle quand il a compris ça, et l'entrepreneur, c'est un peu pareil. C'est à partir du moment où tu assumes complètement ton style, tu vas au fond des choses, souvent ça se passe bien parce que l'entrepreneur, il incarne sa boîte, et avec qui on a envie de bosser. On a envie de bosser avec des gens qui incarnent ce qu'ils font et qui ont l'œil qui brille. Et c'est la stratégie de l'œil qui brille, moi j'y crois beaucoup, parce que ça inspire. Quand vous commencez votre pitch et quand vous allez bosser avec des investisseurs en face de vous, souvent, la première phase, c'est est-ce que j'arrive à verrouiller les gens sur ce que je fais, et est-ce que j'arrive à capter leur attention. Et donc, finalement, c'est toujours bien de faire un billard en 3 bandes, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de poser un problème. Quelqu'un qui vient, qui a bien potassé ses bouquins, il dit « Ok, problème, solution ». Et en fait, le problème-solution, donc c'est génial, parce qu'il faut toujours un problème et il faut toujours une solution. S'il n'y en a pas, c'est compliqué. Mais par contre, la manière dont on le présente, c'est intéressant de ne pas forcément poser le problème, parce que le problème, soit tu vas devoir convaincre les gens qu'il y a un problème, et donc on rentre dans de l'éducation de marché, et souvent c'est une très mauvaise idée, parce qu'on perd beaucoup de temps en éducation de marché. Soit on fait culpabiliser les gens parce qu'on leur met devant les yeux une incapacité à faire ci ou faire ça, et le simple fait d'acheter ton produit, tes services, démontre qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est de plutôt dire quel est le changement majeur qu'on adresse. C'est-à-dire, le jour on a fait avec une boîte événementielle, l'humain est revenu au centre de l'entreprise, le temps social. Tout le monde a bossé chez lui pendant 2 ans. L'humain et l'événementiel d'entreprise est revenu au centre des préoccupations, parce que c'est ça qui crée du lien. Ensuite, c'est comment est-ce que le changement, quel est l'effet de ce changement sur le marché sur lequel vous évoluez, donc les grandes forces qui se dirigent, et surtout, qu'est-ce qui fait que face à ce changement, il y a des choses qui vont naître, il y a des choses qui vont disparaître, et c'est là où vous posez un peu votre sujet. D'accord ? On est à un moment critique,
à vous d'identifier le vôtre. Ce mouvement critique, il a des impacts sur le marché. Et il y a la forêt qui pousse et les arbres qui tombent. Comment vous allez être plutôt du côté de la forêt qui pousse? L'arbre qui pousse fait moins de bruit que l'arbre qui tombe. Et donc, ça, c'est le premier chose. Et donc, ça se fait souvent le gros chiffre qu'on pose. Mais je suis assez partisan sur le fait de capter l'attention avec un effet indirect comme ça, plutôt que savez-vous que bam, bam, bam. En fait, on est plus dans de l'adhésion à un principe que tout de suite rentrer dans quelque chose de très, très, très rationnel. Et j'aime bien parce que ça verrouille bien les choses. Une fois qu'on a capté un peu l'attention, on va rentrer sur la partie la valeur. Et cette notion de valeur, c'est finalement pourquoi vous êtes là. Parce que finalement, si on ne sait pas pourquoi vous êtes là, est-ce que l'investisseur il va vouloir continuer? Est-ce qu'il va vouloir est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est de la politique? Ok, il est là, je l'écoute. Il y a beaucoup de jeux politiques aussi hein, sur ces sujets. Et 3 points. 1, votre offre. 2, votre maîtrise du marché. Et 3, le fait qu'il se passe des vrais trucs et vous n'êtes pas en train de déguiser plein de chiffres pour faire en sorte qu'une levée de fonds est absolument nécessaire parce que vous avez des indicateurs pas forcément hyper percutants qui décollent dans tous les sens, mais ce n'est pas forcément les bons indicateurs. D'accord ? Il y a un nombre très, très, très important, et c'est souvent quand je bosse avec les fonds là-dessus, c'est de dire, en fait, la personne a fait un maquillage de toutes pièces d'une situation de croissance qui n'est pas réelle. C'est-à-dire que dans la tête de l'entrepreneur, c'est quasiment sûr que c'est génial, mais en fait, du point de vue de l'investisseur, s'il prend ces chiffres à lui, en fait, il ne se passe rien. Voilà. Il y a un gap entre la réalité de l'entrepreneur et la perception de l'investisseur. Et le but, c'est de savoir un peu comment on voit que cette traction elle est bien réelle. Donc, numéro 1, la valeur. La valeur, c'est qui vient vous chercher à quel moment de sa vie pour quel bénéfice. Et c'est comment ce bénéfice ou ces gains sont tangibles, se valorisent. Okay, et donc, par rapport à ça, ce que j'aime beaucoup avec la notion de proposition de valeur, c'est qu'on ne peut pas trop tricher, parce que si ce n'est pas clair à expliquer, c'est que ce n'est pas si réel que ça. Et j'aime bien dire qu'il y a les gens qu'on adresse, le moment où ils ont besoin de vous, la raison pour laquelle ils ont besoin de vous, et ce que vous leur apportez. Pourquoi est-ce que je dis ça comme ça? Parce que si vous comprenez les gens qui ont besoin de vous, le moment où ils ont besoin de vous, et pourquoi, on sait où les chercher. D'accord ? L'autre jour, il y a quelqu'un qui a pris l'exemple qui n'a rien à voir avec le monde des startups, un coach qui apprend aux gamins, aux ados à faire du skateboard. Okay ? C'est un exemple qui n'a rien à voir. Cette personne, où est-ce qu'il a le plus de chances de choper des clients? C'est sur un skatepark, en accompagnant des enfants devant leurs parents, et après en allant leur dire, si vous voulez, je peux l'accompagner, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un temps, c'est des gens qui débutent, qui ont besoin de gagner en confiance, ils sont physiquement dans des skateparks, et ils sont accompagnés par les financeurs, les parents, et on sait exactement qui a besoin de quoi, à quel moment, pourquoi faire. Et la clé de cette proposition de valeur, c'est pas la promesse en soi, c'est la réalité physique de cette promesse. Où est-ce qu'ils sont les gens qui ont besoin de ça, à quel moment on a besoin, et quels sont les critères qui vont permettre de toucher ça du doigt. D'accord ? Donc j'ai mis quelques petites questions. Chaque fois, 3 questions. En gros, c'est qui sont exactement vos clients? Qu'est-ce que vous leur promettez? Et surtout, comment est-ce que cette promesse devient tangible? Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tout ça, mais la discussion avec votre fonds, avec vos interlocuteurs. Ici, ça va être des segments marché primaire, secondaire et priorité 3. Ça ne sert à rien d'adresser tout le monde. Quelqu'un qui dit, moi, mon marché, c'est l'association, la PME, la TPE, la PME, le TI et le grand groupe, parce que j'ai un domaine d'application très large, et intérieurement, les gens, ils rigolent, parce que c'est des opportunités de marché, ce n'est pas un plan d'action.
C'est juste des opportunités. C'est l'entrepreneur, il a plein de dollars dans les yeux. Il dit ah, c'est tout ce que je vais pouvoir faire avec ma boîte. Mais c'est en rien un plan détaillé. Donc, le but, c'est quels sont mes marchés prioritaires et comment est-ce que j'avance avec ça. La promesse, c'est la raison pour laquelle on a besoin de vous. Et ça, c'est cette promesse, elle doit être tangible et elle doit être comprise de toutes et tous. C'est-à-dire qu'il y a une stat qui est géniale, qui dit que tu ne t'adresses que à 30% du marché adressable si les gens eux-mêmes n'ont pas conscience du besoin ou de l'intérêt qu'ils ont à travailler avec toi. Je le fais à l'inverse. Si vous êtes dans une logique où vous devez sensibiliser et convaincre les gens sur la raison pour laquelle vous êtes là, vous n'adressez que 30% de votre marché adressable. Parce que dans 70% des cas, quand la personne elle-même n'est pas convaincue de la valeur que vous apportez, eh ben, il y a un taux de transformation qui est pourri de chez pourri. D'accord? Et ça, c'est un bon test. Et il y avait, sur les terres de Dijon, il y avait le groupe SEB. Et le groupe SEB, il disait toujours, la direction de l'innovation, il disait, ça ne sert à rien. Tous les marchés sur lesquels on a éduqué le marché, c'est des marchés qu'on a plantés. Laissons les plus jeunes éduquer le marché. Quand le marché il est mature, on va sur le marché. Et donc, il y a un équilibre à faire entre être précurseur et perdre son temps. C'est ne pas trop éduquer son marché et être sûr que les personnes que vous avez en face de vous sont bien sensibilisées à l'intérêt de ce que vous faites et de ce que vous leur apportez. Et ensuite, comment est-ce qu'on délivre la promesse? C'est l'expérience client. C'est votre capacité, si on vous pose la question en tant qu'investisseur, je vous pose la question, quelles sont les étapes critiques de l'acquisition, signature, intégration, expérience client, enfin, toute la partie entre le moment où j'ai compris que tu existes et je te rachète une deuxième fois une prestation, un produit ou un service. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la magie? Comment vous le racontez? Et quelle aisance vous avez à raconter ça? Pareil, l'œil qui brille, c'est quelqu'un qui raconte l'UX client ou l'expérience client à l'achat avec un sourire et qui est à fond dedans, aura beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui va botter en touche et qui va dire bon bah ok, bah, d'abord on a ça, ensuite on a ça, et qui racontera juste sa leçon qu'il aura chopé sur des vidéos en ligne de comment on fait de l'UX. Ça se vit et il faut vraiment toujours prendre ce point de vue client parce que c'est ça qui fait la base. D'accord ? Je fais une petite parenthèse là-dessus. Énormément de boîtes loupent leur pitch pour une seule raison, c'est qu'elles parlent d'elles-mêmes, toujours. On fait ça, on a fait ci, on a fait ça, on vient de là, on est les meilleurs ici, on a une équipe super géniale, on blablabla. Et finalement, est-ce que c'est ça qu'on a envie d'entendre? Pas forcément. Je vous prends une petite histoire. Il y a quelques années, mariage en Alsace, 3h du matin, tout le monde bourré, quelqu'un qui navigue entre les tables, et il y a un monsieur qui vient d'une table, et un autre monsieur à ma table, qui aime bien les gens en fonction de leur statut, qui dit « Qui t'es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et le gars, il a répondu de manière magistrale, il a dit « Salut, je m'appelle Michel, je suis menuisier. Et je bosse principalement avec des gens qui ont des apparts exigus en ville ou dans des stations de ski, et j'ai créé des mobiliers télescopiques qui leur permettent d'optimiser leur surface au sol. Résultat, ils gagnent de la place ou de la valorisation de leurs biens immobiliers. » Bam, la phrase a duré 15 secondes. Et en fait, le truc, c'est que après, la table s'est divisée en deux. Il y a ceux qui ont dit c'est intéressant, donc politesse pour dire je n'ai rien à carrer, et il y a ceux qui ont dit comment tu fais. Et c'est là que le marché il se divise en fait. Les gens qui te posent la question de comment tu fais, ou quelle va être l'expérience, comment ça se passe, etc., c'est des gens que tu as calés. Tandis que si ce même Michel, il avait dit « Moi, je suis menuisier, je suis capable de te faire tout ça, pour tout ça, pour tout ça, tout ça », en fait, il ne se serait juste rien passé. Vous voyez où je veux en venir? C'est qu'en fait, la précision, le fait de caler votre boîte sur des sujets bien précis, fait que les gens qui vont apprécier bosser avec vous le seront d'autant plus que si vous racontez que du potentiel à chaque fois. C'est-à-dire, moi, je fais ça, est-ce que tu en veux ou tu n'en veux pas? On dit toujours sur une landing page, donc c'est des pages d'accueil sur les sites internet, il y a un monsieur qui n'a pas bien tourné maintenant, mais qui disait tu signes ou tu dégages. Je ne sais pas si quelqu'un voit de qui je parle. Et le tu signes ou tu dégages, c'est vrai,
Et c'est vraiment la logique du truc. C'est-à-dire que si à un moment, tu ouvres toutes les portes tout le temps et tu expliques tout de tout ce que tu es capable de faire, tu es dans une posture de la demande et tu n'es pas dans une posture de l'offre. Un business qui est scalable, c'est un business qui dit « je te pose ça, est-ce que tu en veux ou est-ce que tu n'en veux pas ?» Tu arrives à Lisbonne à l'aéroport, il y a un taxi qui te dit « je vais à telle place, ça coûte tant, tu montes dans la bagnole ou tu dégages. Tu signes ou tu dégages. » Et c'est exactement cette logique-là parce que la capacité de l'entrepreneur à matérialiser, packager son offre, aide beaucoup à la projection dans l'offre et la projection dans l'expérience dans laquelle vous avez délivré votre promesse. OK ? Est-ce qu'il y a des petites questions par rapport à ça? C'est tout bon? Deuxième, c'est la maîtrise du jeu. C'est quoi votre métier? C'est quoi votre jeu? C'est quoi les règles du jeu? Il y a un sujet qui est assez clé. C'est pareil, paralysie d'analyse, c'est je suis capable de tout faire. En fait, je fais tout. Quel est votre métier? Et j'ouvre un débat, c'est est-ce que entrepreneur, start-upper, c'est un métier ou c'est une manière d'exercer un métier? Perso, je suis passé du 1 au 2, où je pensais que c'était 1, et ensuite j'ai dit, ah non, en fait, c'est 2. Mais ça, c'est un débat d'interprétation. Mais en fait, c'est une manière de faire le job. Mais c'est quoi ton job? C'est quoi ton métier? C'est quoi la valeur que tu apportes? Et dans quelle case tu rentres? Et je pense que c'est un biais. Le fait qu'on te pousse à créer quelque chose d'unique tout le temps, etc., fait qu'en fait, on oublie que quel que soit ce qu'on fait, c'est bien aussi pour les clients de nous faire rentrer dans une case parce que c'est rassurant pour nous, mais c'est rassurant pour les autres aussi. C'est quoi mon métier? Et je pense qu'il faut l'assumer aussi parce que entrepreneur, ce n'est pas forcément un métier, c'est j'entreprends dans tel métier. Et je pense que ça, c'est vraiment la base du truc. Donc, c'est quoi le métier? Quel est le marché sur lequel je me positionne? Quelles sont les perspectives de ce marché? Comment est-ce que ce marché il évolue? Qu'est-ce que je peux en tirer? Et surtout, quelles sont les hypothèses de travail que je prends pour pouvoir avancer les faits que j'avance? C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé ma boîte, j'étais à fond, je te dis c'est simple, le marché il est comme ça. Et si je prends juste 1%, c'est fantastique, c'est exceptionnel et tout. Mais en fait, c'était plus un fantasme qu'une estimation. En fait. Mais c'était réel. Enfin, je dis, OK, s'il y a 1%, ça s'est très bien passé. Mais en fait, c'est comment est-ce que vous justifiez vos hypothèses de projection sur les chiffres de part de marché que vous pouvez prendre sur votre marché? Et c'est une vraie discussion à approfondir avec un investisseur. C'est de dire, okay, qu'est-ce que tu as pris? Pourquoi tu as pris cette hypothèse-là? D'accord? Donc ça, c'est un sujet. Et ça montre aussi la maîtrise du jeu. Et plus on connaît son terrain de jeu, plus on s'entraîne et plus on va évoluer sur quelque chose de très précis, plus on va devenir très très fort et on va pouvoir donner de l'intensité dans ce qu'on fait. Tandis que si on est sur un terrain de jeu qui est tout le temps mouvant, on n'aura aucune intensité. Et cette notion d'intensité qui est clé, parce que c'est la force. Alors, ce n'est pas de l'intensité au sens où il faut se cramer, c'est en fait, je vais travailler X heures par jour dans un temps fini, et qu'est-ce que j'arrive à accomplir là-dedans? Si on est tout le temps sur quelque chose qui est mouvant, on accomplit peu de choses. Et à partir du moment où on crée, c'est ce que je disais, sous la contrainte, on se crée des barrières, en fait, on a beaucoup plus d'intensité dans son jeu. Et c'est un travers que rencontrent beaucoup de gens qui portent des projets, c'est qu'en fait, ça n'a pas de limite. Et il vaut mieux passer des paliers limite après limite que d'être tout le temps sur un terrain de jeu sans limite. C'est comme tu perds tes clés dans le gazon, il faut faire un quadrillage, et à un moment, on va avoir, au bout d'un moment, quand on aura fait tous les carrés, on va trouver les clés. Et c'est vraiment cette logique-là. D'accord? Et le dernier, c'est de savoir, avec cette maîtrise de marché, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que l'instant est venu et l'instant est réel? Est-ce que je suis en train d'éduquer mes clients sur quelque chose qui va être vraiment mature dans 20 ans? Et est-ce que je suis vraiment en train de faire la bonne chose ou est-ce que je n'ai pas intérêt à avoir des sources de profit différentes et garder mon projet révolutionnaire pour un peu plus tard? Comment est-ce que j'y vais? Donc, comment est-ce que j'y vais? C'est quelles sont les étapes de jeu et comment est-ce que je vais quadriller mon terrain pour trouver mes clés. D'accord?
Et voilà, c'est comment est-ce que je vais cadrer ça? Il faut être en mesure de pouvoir en parler sans botter en touche. D'accord? Donc, tout ce que je mets ici, c'est vraiment les questions un peu de fond sur lesquelles il faut réfléchir, il faut savoir avoir du répondant. Et en fond, là, je suis en train de faire un article, il va venir où j'ai 100 questions, j'ai vraiment une centaine de questions très précises. Mais si on faisait juste lire 100 questions aujourd'hui, je pense que tout le monde se sera ennuyé. Mais je vais le faire sous forme de texte. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on rend la concurrence obsolète, qu'est-ce qu'on innove et qu'est-ce qu'on crée, quelle est la force tranquille qu'on va avoir qui fait que finalement, on va trouver sa place de manière naturelle. Je bois un petit peu. Et cette notion d'obsolescence, elle est vraiment bien parce qu'elle est saine et elle est calme. Et on n'est pas des énervés à vouloir tuer la concurrence, c'est juste de dire, en fait, ça, je le fais différemment, et c'est ça qui fera la différence. Et c'est cette force tranquille, c'est le côté plus noble un peu de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a aussi un moment des attitudes qui ne sont pas nobles du tout. Et le fait d'avoir cette logique de, en fait, je rends simplement obsolète quelque chose qui me dérange ou qui n'est pas assez bien fait, je trouve que c'est sain et ça fait avancer les choses de manière positive. Ensuite, c'est l'attraction. L'attraction, elle ne doit pas être rêvée, elle doit être réelle. Et il y a une grosse différence entre l'attraction qu'on espère et l'attraction qu'on a. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai eu un échange très tendu avec un entrepreneur qui me disait, ben voilà, maintenant il faut que je lève des fonds, etc. Et c'est le moment, c'est maintenant. Et je dis, ok, mais en termes de traction, qu'est-ce que tu me donnes à manger? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que moi, je sais maintenant que c'est maintenant que tu en as besoin et que tu n'es pas en train de me dire de me rassembler toutes les pièces qui font que, en fait, si tu ne fais pas ta levée de fonds, dans 6 mois, tu n'existes plus et que tu as besoin de ces sous. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Et cette traction réelle, finalement, elle est importante parce que les gens que vous avez en face de vous, ils le savent très bien. Le petit jeu de dire, bah, en fait, si tu n'as pas tes sous, tu meurs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as vraiment l'attraction? Est-ce que je suis en train de te permettre de survivre sous perfusion plus longtemps? Ou est-ce que je suis en train de devenir un amplificateur de ta croissance? Numéro 2, privilégié. Quelqu'un qui va rallonger une perfusion à une boîte qui de toute façon ne vivra que sous perfusion, il n'y a pas trop d'intérêt. Quelqu'un qui va percevoir tout de suite l'effet de levier et qui va dire « Ok, en fait, ils sont carrés, je mets ça, il se passe ça », c'est mécanique parce qu'ils ont réussi à montrer le caractère mécanique. C'est là où on commence à avoir des discussions sympas, hyper intéressantes. Le côté plus accompagnement, c'est plus du seed. Enfin, là, vous avez fait tout le monde est à l'aise sur les différentes phases. L'amorçage, c'est là où on va donner la chance et c'est presque. Alors nous, on a appelé ça, à l'époque, on appelait ça, tu mets une pièce pour voir, quoi. Et c'est un peu ça, tu mets ta pièce pour voir. Mais à partir du moment où on vient et on prétend qu'on a une traction, ben on ne met plus une pièce pour voir, en fait. On met une pièce pour gagner derrière. Et donc, par rapport à ça, les métriques de la mort, c'est mes métriques préférées. Je ne suis nulle part, c'est juste que j'ai dû expliquer à quelqu'un, c'est de dire tes métriques clés, c'est tu te poses en face de ton miroir et tu dis quels sont les 3 sujets, les 3 indicateurs, ou si je merde sur ces 3 indicateurs, en fait je meurs direct. C'est tout, je meurs. Et ce n'est pas je veux des sous, c'est des leviers qui permettent d'avoir ça. Et en fait, il y en a 3. J'aime bien dire qu'il y a les 3 indicateurs de la mort, et tu mets une grosse tête de mort sur un dossier ou un truc, et il y a les 3 indicateurs, et toutes les équipes savent très bien que si ces 3 indicateurs ne sont pas au top, il y a tout le monde qui meurt. Et en fait, c'est partagé, c'est connu, et tout le monde regarde la mort en face, parce qu'on sait que si ça, c'est pas bien fait, de toute façon, même si on a de la perfusion, à long terme, on meurt. D'accord ? Et ça, il faut être à l'aise là-dessus, et c'est même quelque chose qui est bien pour faire du team building avec ses équipes, c'est qu'en gros, on prend un crâne, on le met au milieu de la table. Sur Amazon, ça coûte pas cher, un petit crâne.
Et en fait, vous le mettez sur la table et le challenge, c'est de chacun colle les post-it sur le crâne de quels sont les 3 trucs qui peuvent nous faire mourir. Et juste cette discussion-là, elle en dit beaucoup sur la maturité des équipes et des gens, parce que plus tu es sincère par rapport à ça et pragmatique, plus ça te donne une idée de la maturité que tu as par rapport à la manière dont tu gères ton business. Okay, et ça, c'est un sujet qui est sympa. Ensuite, on a un sujet numéro 2, c'est l'ampleur et la régularité. Et quand je dis ampleur, en quoi vous arrivez à montrer que, comme une vague, vous voyez, il y a quelqu'un qui fait du surf sur d'eau. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'avoir des vagues régulières d'une bonne amplitude. Tout le monde est OK avec ça? C'est-à-dire la vague, elle est puissante et elle arrive de manière régulière. Et la croissance, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire une grosse vague tous les 6 mois. L'objectif, c'est d'arriver à avoir des paliers de croissance en termes d'acquisition, en termes de chiffre d'affaires, qui sont d'ampleur et régulière. Et c'est ça le gros challenge, où à un moment, il y avait 2-3 personnes avec qui on avait bossé qui disaient, investisseurs, qui disaient de toute façon, le seul truc que tu as à faire, c'est que tu instaures une certaine régularité en pourcentage de chiffre d'affaires mensuel, et qu'ensuite tu fais confiance à l'exponentiel. Et même si c'est risible au début, si vous faites un serment, toutes les équipes, qu'il y a 5, 6, 7, 8% mensuel de croissance, et que le seul truc que tout le monde, quand il se lève le matin, c'est de dire comment est-ce que je fais qu'on arrive à faire ce petit truc en plus, et qu'en fait, ça élimine de la table et de la tête énormément de sujets qui servent à rien. Donc en gros, c'est comment je fais pour avoir 7%, nous c'était 7, comment est-ce que je fais pour que chaque mois, je fasse 7% en plus? Tout simplement. Donc au début, c'est hyper facile. Tu arrives, simple. Au bout d'1 an et demi, on a commencé à caler, et puis après, c'est là, il n'y a pas assez d'équipes, il n'y a pas de truc. Mais en fait, c'est quelque chose c'est hyper stimulant. Parce que tu sais que chaque prise de décision dans ta boîte, tu as le filtre. Est-ce que ce qu'on est en train de faire et est-ce que le temps sur lequel on travaille en ce moment nous permet d'atteindre ce plus 7%? Et en fait, ça te verrouille et ça te dégage plein de trucs inutiles. Okay, et ensuite, les taux de transformation réels. Donc, c'est finalement, pour un client, combien tu fais? Combien il faut que tu rencontres de personnes pour signer un projet? Donc, pareil, on en discute, c'est sympa. C'est pas combien tu as signé de projet, c'est finalement, demain, tu veux combien de personnes tu dois voir ou convaincre pour que, non pas il y ait quelqu'un qui dise que c'est super cool ce que tu fais, mais qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur ton site et qui fasse une commande. Est-ce que c'est 5 personnes? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 500 personnes? Et après, ça va dépendre de l'intensité. Et le but du jeu, c'est que plus la structure est petite, plus il faut faire des effets de levier. Et nous, c'est ça qui a tué ma boîte. C'est que finalement, on était trop petit pour adresser trop de personnes. En fait, le ratio entre le nombre de personnes qu'on avait contractées, le taux de transformation et le chiffre d'affaires qui était lié à cette transformation, c'était trop faible. Ce qui fait qu'en fait, il fallait bosser jour et nuit, tout le temps, et ça s'arrêtait jamais, et au bout d'un moment, c'est fatigant, et tu t'arrêtes. Et parce que, en fait, on avait fait un pari qui n'était pas bon, de s'adresser à la personne et pas à des groupements qui peuvent fédérer une personne. C'est-à-dire que tu as plutôt intérêt à aller taper une centrale d'achat qui va t'en acheter 5000 que d'aller sur Instagram et faire des campagnes pour avoir des individus qui t'achètent. Et en fait, c'est juste ça, c'est comment est-ce que je suis malin sur l'amplitude que je donne pour avoir des taux de transformation plutôt rentables. On a fini la première partie, qui est sur les offres. Est-ce que par rapport à tout ça... Ouais, question. Merci. Alors, je vais essayer de parler doucement pour être encore plus impactant, du coup, si j'ai bien compris le message. Non, super intéressant, beaucoup de choses.
Par rapport juste à cette dernière, au point 3 sur l'attraction, comme vous l'avez dit, il y en a qui sont des fois à des stades d'amorçage, même pré-amorçage, et on s'adresse à des investisseurs qui veulent mettre une pièce dans la machine, comme on a pu voir hier, les Business Angels ou d'autres. Donc ce point 3, j'imagine que dans une présentation, c'est un peu différent, on adresse autre chose, un autre message. Quels sont-ils? Ou est-ce que c'est des projections, des hypothèses? C'est tout pareil, mais en mode hypothèse. Ou est-ce que du coup, on essaie de parler différemment? En fait, quelle que soit la logique, tu mets toujours la petite pièce. C'est-à-dire que tu sois business... En gros, le business angel, qu'est-ce qu'il fait? Il a de l'argent, il fait un peu de défisque, et il accompagne des boîtes où il fait un pari, et en même temps, il fait de la défisque. Enfin, c'est un levier. Et donc, derrière, dans sa tête, il réfléchit quand même en mode, est-ce que ça va être rentable? Donc, de toute façon, le coup de mettre la pièce, il existe tout le temps. Je parlais spécifiquement par rapport, on a quelques-uns ici où on n'a pas encore de traction, etc. Mais on aura besoin d'une petite levée de fonds, n'empêche, pour justement pouvoir mettre la preuve de concept. Des fois, il y a ce cas spécifique que vous avez dû voir, j'imagine, avec d'autres startups. Et donc, on n'a pas les taux de transformation réels, on n'a pas l'ampleur et la régularité de la croissance. Il n'y a pas d'autres modèles dans d'autres pays qui existent forcément pareil, parce que justement, l'innovation, c'est nous qui la créons. En tout cas, on va essayer. Donc, peut-être que le message est un peu différent, en tout cas à ce stade. Je comprends bien qu'en amorçage, quand on a déjà un produit ou même en série A, c'est exactement ça. Peut-être que certains cas de figure sont un peu particuliers. Ouais, après, il y a... c'est pas pour briser l'ambiance, mais il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, et je pense qu'il a complètement raison, si tu n'as pas de concurrent, tu n'as pas de marché. Et qu'il fallait bien être en phase avec ça, parce que le fait de créer un truc de rupture de rien, si derrière, tu n'as pas l'appui massif de capitaux qui viennent t'aider à faire toutes les conneries, parce que de toute façon, tout le monde va faire toutes les conneries, c'est très difficile. Et j'ai l'exemple de quelqu'un de Dijon qui a fait des containers urbains de recharge sécurisés pour faire recharger les vélos électriques. Je sais pas si tu vois qui... Voilà. Et donc c'est génial, c'est fantastique, c'est dans l'air du temps, etc. etc. Sauf que, vu que c'est une petite boîte et que les enjeux politiques, territoriaux et tout ce qu'on veut, ils sont juste massifs, c'est qu'en fait, c'est David contre Goliath. Et donc, le sujet, c'est de dire, à partir du moment où on est sur quelque chose de rupture, je pense que ça ne sert à rien de dire les métriques. Je vais revenir au cœur de la question. Mais en gros, le sujet, c'est je te mets en face de 100 personnes, tu n'as que le droit d'en discuter avec 3, et tu dois faire, je sais pas, un chiffre d'affaires, l'équivalent de 1 an d'activité de chiffre d'affaires. Est-ce que tu es capable de répondre à la question des critères d'élimination des 97 personnes avec qui il ne faut pas que tu discutes parce que tu vas perdre ton temps? Et c'est ça la question qui tue, parce que c'est hyper facile de dire ça, c'est tous les gens avec qui je pourrais potentiellement travailler, mais quand on te confronte à ton truc demain matin en disant là, il y a 100 personnes, tu as le droit d'en parler avec 3, quels sont les critères d'élimination des 97? C'est là que tu vois si le projet il est clair ou s'il n'est pas clair. Et pour moi, c'est ça, à ce niveau-là, sans l'attraction, c'est la pertinence de la réponse à cette question que je viens de poser qui fera qu'on te suit ou on ne te suit pas. Est-ce que c'est clair dans ta tête ou pas? Ça va comme réponse? Moi, j'ai une question. Ça reprend un petit peu des éléments aussi de Romain. S'adresser à un groupe plutôt qu'à un individu, ça m'a marqué cette phrase-là, parce que du coup, dans ce qu'on essaie de lancer, c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que des individus, il y en aura des millions. Le problème, c'est que on peut pas les toucher dans leur maison ou sur leur smartphone individuellement tous les jours. Et du coup, est-ce que vous avez des exemples, je sais pas, concrets ou des méthodes justement pour toucher des groupes qui eux-mêmes chapeautent des individus
entre guillemets, facilement, sans justement avoir trop l'image. Un petit peu de notre problème à nous, c'est qu'il faut vraiment garder l'image communautaire, humain, etc. Et du coup, ne pas du tout utiliser, grosso modo, les mêmes méthodes que ferait un acteur multinational qui a le moyen, justement, je dis une bêtise, d'inviter les acteurs de ces groupes-là, de dépenser de l'argent et de tout de suite y avoir accès, quoi. Et est-ce que vous avez comme ça je sais pas, quelque chose d'un peu palpable? Ouais. Le truc un peu palpable, c'est ne pas s'adresser à un marché, mais s'adresser à des individus. Et c'est un gros reproche que je fais j'en fais partie, donc j'ai le droit de cracher dans la soupe, aux gens qui éduquent dans le management. C'est-à-dire qu'ils te montrent le truc fini et ils te disent c'est comme ça que ça se passe. Et à un moment, la connerie, je pense, et ça c'est un travers des business schools, et j'en suis un pur produit, mais j'assume la connerie de ce truc, c'est qu'en fait, ils font réfléchir les gens au marché adressable. Et en fait, le marché adressable, c'est cool quand tu es un gestionnaire de l'entrepreneuriat. Et donc, pour être précis sur ce qu'on disait, c'est qu'au début, quand tu vas taper ton marché, eh ben, tu n'adresses pas un marché, en fait. Tu adresses Pierre, Paul, Jacques, qui sont à peu près comme ça. Ce que je veux dire, c'est le travers, c'est le suivant. Vous prenez tous dans votre tête un groupe de rock ou un groupe de n'importe quel groupe qui a plus que 20 ans d'existence. OK? C'est bon? Et tu reprends ce groupe la première année ou les 3 premières années où ils ont commencé à jouer. Et tu regardes comment ils ont fait. Et donc la plupart du temps, c'est des gens, ils ont joué avec leurs potes, les potes des potes, les potes des potes des potes. Ensuite, ils ont fait la première partie d'un truc absolument horrible et pourri au fin fond de je sais pas quoi, etc., etc. Et ça s'appelle l'effectuation. Et qu'au fur et à mesure, ils ont vu là où les gens ils adhèrent, ce qu'ils aiment pas trop, ce qui est rythmé, ce qui est pas rythmé, etc., etc. Et c'est comme ça qu'ils ont tous progressé. C'est-à-dire on dit c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est le fait de faire plein d'erreurs une après l'autre. Et donc, il faut se donner le moyen de ces erreurs. Et ces erreurs, tu ne peux pas le faire avec des marchés hypothétiques de maths. Tu es obligé d'avoir les vrais gens en face. Et donc, pour répondre à la question, comment est-ce que tu y vas? C'est que tu adresses un problème très précis sur des gens très précis. Il y a les barres de céréales Cliff. Quelqu'un connaît Cliff, les barres de céréales? En gros, c'est des barres de céréales américaines qui avaient été faites. Donc, il y a The Dome, c'est à Yosemite, il y a une montagne qui s'appelle The Dome. Et en gros, il y a 30 ans, quand il montait, il y avait un problème d'hypoglycémie parce que il y a trop d'intensité et donc il fallait se nourrir. Le problème, c'est que tu étais sur une paroi comme ça, tu ne peux rien faire. Donc, il y a des gars, ils ont fait des boules je ne sais pas quoi, de fibres voilà, très riches pour pouvoir manger ça pendant que tu manges. Et donc, ils avaient créé le marché en disant c'est très certainement le meilleur truc pour grimper ce dôme. Excellent, le gars il vendait ça en bas, et après il y a des autres gens qui faisaient de l'escalade sur d'autres trucs qui ont dit ah bah tu devrais prendre le truc de The Dome, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une des barres de céréales pour sportifs qui est le plus vendue au monde. Mais si tu reprends l'histoire dans laquelle ils avaient commencé, c'était pas un mec qui a fait un business plan et qui a dit ouais le marché adressable, c'est les gens qui truc, c'est qu'il avait un besoin pratico-pratique de vrais gens sur un vrai besoin, et qu'après tu as l'effet de bouche à oreille qui fait qu'on s'est agrippé au truc. Donc moi je pense, voilà, je pense que c'est une énorme connerie de réfléchir, parce que c'est comme ça qu'on te forme à le faire, en termes de marché adressable, vraiment comme un gestionnaire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça se vit, ça se fait, c'est sur le terrain, c'est les gens, tu regardes comment ils réagissent et tout. Et tu ne peux pas faire ça si tu es sur un marché qui est trop large et hypothétique. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas le prénom de 50 personnes et que tu as des noms en face et que tu vois et tu les appelles et tu leur dis ok, qu'est-ce que tu en penses, je pense que c'est à côté de la plaque. Mais vraiment, et l'expérience, elle va plutôt dans le sens de valider ce que je suis en train de dire, où finalement, les gens qui réussissent le truc, ils le vivent à fond, et c'est pas quelque chose de très cartésien, quoi. C'est qu'à un moment, tu as tes chiffres, tu dis ce qu'il faut entendre, mais en fait, l'entrepreneur, il vit son truc, il incarne son truc, il le pousse, et après, quand il atteint sa propre limite, il recrute et il paye des gestionnaires qui vont faire les petits calculs qu'il faut bien. Mais en fait, j'y crois beaucoup au fait de vivre avec la personne, le truc, et dans l'intensité de ça, c'est ce que je te donne, et en fait, tu vas prendre ton pied grâce à ce que je te vends. Et moi, je sécurise que tu vas prendre ton pied, et derrière, il y a des gens qui font la gestion.
et qui vont après voir comment on peut faire ça. Et donc, pour répondre à la question de comment est-ce qu'on gère machin, le marché où tu as des micro-communautés, je peux te renverser la question en disant demain, tu vas vendre, vous vous souvenez, les encyclopédies universalistes, hein, et je t'en donne 3 cartons, et je te largue au-dessus de Paris en hélico, et je te dis, ben voilà, il faut que tu les vendes dans 3 heures. Donc c'est génial, parce que tu as tout Paris. Donc tu as un marché de fou. Sauf qu'à un moment, c'est à quelle porte tu vas toquer pour être sûr de vendre ton truc en 3 heures. Donc tu vas devoir faire plein de calculs, c'est dire, ok, ben, il faut que j'aille plutôt vendre des quartiers de tel type de quartier, il faut que j'aille dans tel type de résidence, il faut que pour que j'en puisse en faire, il faut que j'aille plutôt dans un immeuble parce que je sais que je vais pouvoir enchaîner les portes, etc. etc. Donc tu as plein de réflexions à faire, mais à un moment, tu te retrouves devant une porte. Et je pense que l'entrepreneuriat commence à partir du moment où tu as choisi les 5 premières portes, mais pour de vrai. Parce que sinon, on est toujours en train d'observer le truc de loin et tu toques pas à la porte. Et pour moi, l'histoire, elle commence là, en fait. C'est quand tu as toqué à la porte et que tu vas raconter ton truc, tu te prends une grosse claque, ça marche pas, et tu réadaptes, comme les groupes de musique qui réadaptent leurs morceaux de musique. Et par itération, en fait, le truc, il va se faire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent trop de temps à réfléchir. C'est très cérébral, alors que finalement, quel que soit le modèle, c'est comment est-ce que tu délivres ce qu'on disait ici, là. C'est comment est-ce que tu délivres la valeur pour laquelle tu es là avec les moyens que tu as maintenant. Et c'est bien cette notion de valeur. Et je pense que c'est aussi un signe de maturité et de pragmatisme entrepreneurial de dire bah, je fais avec ce que j'ai, quoi. Une fois qu'on a fait ça, il y avait une autre question? Oui, pardon. Oui, moi j'avais une dernière question, c'est quels seraient vos conseils pour structurer une offre standard par rapport à une offre personnalisée? Offre standard personnalisée? Oui. Triche. Si on est dans une logique de croissance et de respect des ressources, c'est de dire que tu as des offres avec un socle normalisé à 70%, voire 80% si on est sport. Et ensuite, on a la touche de personnalisation qui fait qu'on rajoute en fonction de trois personnalisations possibles ou 3 gammes de prix possibles. Mais il y a bien un socle 80% générique. Avec le premium, souvent l'offre personnalisée est le plus cher. Et sur quoi ça repose le plus cher. Mais je pense que surtout en démarrage d'activité, il ne faut pas s'amuser à faire des offres dans tous les sens parce qu'on ne s'en sort pas en fait. Si vous regardez le PowerPoint là qu'on fait, en fait, j'ai un titre, un sommaire, une photo, 3 points de texte. Et en fait, 100% de tous les trucs que je fais sur tous les sujets, je fais une mind map chez moi, tac, et ensuite dans le train, je mets mes photos, je mets mon texte, et ça me prend maximum 1h30. Et c'est le modèle, c'est-à-dire que en fait, il faut toujours essayer de trouver quelque chose où on n'est pas en train de réinventer à chaque fois. Enfin, le temps, chaque minute que vous passez doit vous servir par la suite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que sinon, en fait, moi, c'est ce qui nous a tués dans la boîte, c'est qu'on est tout le temps en train de refaire le monde et à un bout d'un moment, on s'épuise et ça ne marche pas, quoi. Et je pense, donc, normaliser au maximum le truc, le confronter, se prendre les bonnes baffes qu'il faut avec les vrais retours sincères des gens et plutôt poser les questions aux gens qui vont avoir la critique que plutôt des gens qui vont vous dire c'est génial ce que tu fais. Et voir après comment est-ce qu'on fait évoluer cette base. Maximum, maintenant avec du recul, c'est maximum une fois par trimestre. C'est-à-dire que tu as ton truc, tu le figes, ça dure 3 mois, tu réfléchis à d'autres choses, il y a plein de choses à faire. Ensuite, 3 mois, ok, qu'est-ce que j'ai appris, comment est-ce que je mets à jour? 3 mois, c'est fait qu'on fait 4 versions par an, ce qui est déjà beaucoup. Et ce qui laisse le temps de charge mentale pour faire d'autres choses. Voilà. Et ça, c'est plutôt personnel, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de recette magique d'entrepreneuriat, sinon ça saurait. D'accord. Mais ça peut être une logique. On a vu l'offre. Donc, on reste dans la logique, je vais pitcher. J'ai pitché mon offre. D'accord? Quel est mon marché? Quelle est mon offre? Quel est mon marché? Et qu'est-ce qui montre que j'ai du succès sur ce marché? D'accord? C'est les 3 points finalement de base et c'est les 3 cases à cocher. Ensuite, c'est comment est-ce que tu bosses pour faire en sorte que ça se passe? Et je regarde mon chrono. 33. Ouais, c'est bon. Ok, là, vous m'entendez mieux. Piliers de croissance. Donc, les piliers de croissance, c'est je souhaite en savoir plus, tu m'as intéressé, je souhaite en savoir plus sur ce que tu fais. Comment est-ce qu'on soulève le capot? Qu'est-ce qui se passe? Là, je regardais le véhicule, il est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on ouvre la boîte? Donc, l'organisation, pour faire 3 choses. Donc, la manière dont vous gérez la boîte en interne pour la piloter. Deuxièmement, comment vous développez vos propres offres et ce qui fait que ces offres sont uniques. Et ensuite, comment est-ce c'est quoi la méthode pour acquérir, fidéliser les personnes qui vont apporter le chiffre d'affaires à la boîte. OK? Donc, au niveau du board, là, assez simple. Chaque casting a autant de faiblesses qu'il n'a de force. Et c'est ce qu'on disait, c'est assume tes faiblesses et ça se passera beaucoup mieux. C'est-à-dire que le slide de l'équipe parfaite, excellente, avec c'est creux, quoi. Donc à un moment, je pense que c'est bien aussi d'avoir, quand on est dans une discussion sincère avec un investisseur avec qui on va faire équipe, parce que c'est ça la finalité, mine de rien, c'est de faire équipe. Et donc, il y a une histoire de transparence. Et je pense que c'est bien de rassurer sur le fait qu'effectivement, 100% des leviers stratégiques de la boîte sur lequel repose la croissance sont internalisés. Donc ça, c'est un prérequis juste basique, je pense. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du développement ou une application et qui me dit en fait, on a 100% externalisé et j'ai pas du tout envie de créer une équipe technique parce que c'est pas du tout dans ma tasse de thé. Démarrage, ça s'entend. Après, si c'est une compétence clé et que ça peut être plus compliqué. D'accord? Il y a plein de gens avec qui j'ai bossé qui me disent de toute façon, moi, c'est catégorique. À partir du moment où la compétence clé n'est pas internalisée, je sors du deal. Et c'est violent, hein, parce qu'il y a plein de gens qui disent bah non, moi ça marche très bien, j'ai un super partenaire pour ma tech, j'ai tout externalisé, et il dit ouais, mais ton partenaire il se casse et il revend, ou même si tu as des contrats, à un moment, voilà. Et plus le niveau de jeu est élevé, plus ça va rentrer en jeu. Donc, force et faiblesse du casting. Ensuite, organisation et routine. Je prends un exemple, une boîte qui est en train de préparer sa levée de fonds. Le dirigeant profil ingénieur, il a vécu sa boîte à fond, c'est lui qui l'a portée, mais il n'est jamais rentré dans une logique bureaucratique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de comité de gouvernance, il n'a pas de points réguliers avec ses équipes, avec un ordre du jour, il n'a pas fait d'organisation claire avec qui est responsable de quoi, qui reporte à qui, machin, machin. Et aujourd'hui, il s'est fait laminer à une levée de fonds parce qu'on lui a posé la question: quel est ton orga, quelle est ta gouvernance, quelles sont les rôles et responsabilités et quelles sont vos routines de fonctionnement. La routine de fonctionnement, c'est de dire une fois par mois, une fois par trimestre, on fait un board trimestriel avec cette personne-là, une fois par semaine, on fait ça, blablabla. C'est juste de savoir de quoi on parle. Quand on est seul, eh ben, en fait, c'est presque pareil. C'est-à-dire, c'est quelles sont tes routines à toi que tu te forces à créer. Et là, c'est pareil, quand on avait été coaché, c'était de dire, si ça n'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Et c'est de dire, une fois par an, dans ton agenda, il y a une journée au vert pour te poser ces questions existentielles. Ensuite, une fois par trimestre, tu déclines sur qu'est-ce qui va se passer ce trimestre et tu le déclines en plan d'action. Et en fait, c'est des routines presque personnelles. Et une fois qu'on est rentré, c'est ritualisé en fait une manière de fonctionner. Je ne sais rien, moi je fais tous les... J'ai des enfants, et donc ils se lèvent, je sais pas, ils se lèvent à 7h, et le but du jeu, c'est que
j'arrive à faire, j'ai un truc assez précis à faire pour des clients, un truc une connerie sur un système, et je sais que je le fais je déteste faire ça, et je le fais tous les matins avant que mes enfants ils soient levés. C'est tout. Mais en fait, je déteste tellement le faire que je suis obligé de le faire dès que je me lève, et voilà. Mais en gros, c'est une espèce de routine qui font que le truc il s'enclenche, parce que si tu attends d'avoir le temps pour faire les trucs que tu n'as pas envie de faire, ben, tu n'auras jamais le temps. Et c'est cette routine qui fait que ça fait le rouleau compresseur. Et c'est pareil, c'est des trucs que tu apprends dans la douleur, souvent quand c'est trop tard, parce qu'à un moment, c'est la routine qui crée la force, pour moi, l'amplitude du mouvement. Et ensuite, c'est qui vous accompagne, pourquoi, quand et comment. C'est en gros, votre casting, il a ses faiblesses. Vous devez prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre pour vous sur des sujets que vous ne maîtrisez pas forcément. Qui sont les gens que tu fais rentrer dans la pièce, et est-ce que tu es capable de prendre des avis extérieurs? Est-ce que voilà. Donc il y a des gens qui ont des... par exemple, là, il y a le village, il y a les docs, il y a plein de structures d'accompagnement. Et après, il y a le stratégique, l'opérationnel. Moi, je sais que les boîtes, je bosse avec, alors parce que j'aime bien un peu, j'ai 3 boîtes par an. Et 3 boîtes par an, on se voit une fois par mois. Et pendant une fois par mois, je casse les pieds aux dirigeants en disant et ça, et ça, et ça. Et en fait, c'est la stratégie du coup de pied au cul, où à un moment, on est sûr que tous les sujets ils sont traités et qu'il y a cette récurrence tout le temps qui permet aux dirigeants de caler déjà dans sa propre tête et de caler avec ses équipes. Et en fait, c'est un mouvement de fond, et moi j'appelle ça la stratégie du coup de pied au cul, et ça marche très bien. Ensuite, il y a quelle est votre capacité à développer, à améliorer votre offre. Et donc là, derrière, c'est la sauce secrète. D'accord? C'est la fameuse secret sauce. Et donc, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous distinguer des autres? Et qu'est-ce qui fait que vous développez un avantage concurrentiel, soit par votre style, soit par votre technologie, soit par votre réseau, soit par quoi que ce soit. D'accord? C'est quoi la petite sauce secrète? Et la petite sauce secrète, quand vous pitchez devant votre investisseur, c'est cool d'avoir une petite sauce secrète, parce que ça fluidifie la discussion, on va dire. C'est sympa d'avoir ce petit truc, c'est dire on a une petite sauce secrète, c'est ça. Et des fois, c'est des trucs complètement non avouables, hein, c'est-à-dire que finalement, j'ai une base de données de ça, et en fait, mon truc, il paraît si compliqué que ça. En fait, ça tourne tout seul, on fait rien, et on vend ça 3000 balles, quoi. Et je l'ai vécu, et les gens, c'est génial ce qu'ils font. Ils vendent des protocoles tout bêtes à des gens qui font des prothèses dentaires, et ils disent qu'ils ont fait du recherche et développement, machin. Le mec, ça fait 5 ans qu'il a sa base de données, il la vend entre 2000 et 3000 balles, et il en vend 4 par jour. Et en fait, c'est un truc tout con, mais il n'y a rien, aucun effort. Et c'est la sauce secrète. D'accord? Et c'est des petits trucs qui font que ça fonctionne. Donc là, c'est quelle est ma petite sauce secrète, et qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc qui se passe, et que à un moment, on est malin, quoi. Deuxièmement, c'est qui c'est qui a la charge et sur qui cette sauce secrète repose, et est-ce que c'est une personne qui est internalisée dans la boîte, et est-ce que c'est une personne en qui vous avez confiance, idéalement intéressée au capital de la boîte, si c'est la sauce secrète. Et le dernier, c'est est-ce qu'on est réellement et clairement protégé. Donc c'est tout ce qui est propriété intellectuelle, juridique, etc., etc. Et est-ce que cette petite sauce secrète, on est bien protégé pour être sûr qu'elle reste très longtemps une petite sauce secrète. Ok? Et là, c'est pareil, c'est comme on met la tête de mort au milieu de la table. Vous venez avec un pot de sauce, des fois on fait ça sur des ateliers, tu viens avec une sauce qui est rose fluo et tu dis, sauce secrète, d'après vous, c'est quoi notre sauce secrète? Et comment on fait pour l'améliorer? Et ça crée des vraies discussions avec les équipes. Et c'est assez sympa. C'est pareil que la tête de mort. Ça vous va? Ouais. Est-ce que ce type d'informations, c'est des informations qu'il faut lâcher tôt, ou au contraire, il faut en garder un peu sous le pied quand les discussions avancent avec les investisseurs? Je pense que à partir du moment où tu poses sur la table, ce qui fait que
poser sans rentrer dans le détail, mais qu'il faut le mettre, c'est de dire, nous, notre petite sauce secrète, elle se situe sur l'accès au marché. Et, voilà, et ensuite, on peut détailler, mais je pense que c'est bien de le poser sur la table, c'est de dire, en fait, c'est le unfair advantage, on triche par rapport à nos concurrents, c'est le petit plus qui fait rien, et c'est ça. Et nous, parce que le dirigeant, il connaît machin truc, parce que voilà. Et c'est là où, en fait, on a notre petit plus. Et voilà, tout. Mais je pense qu'il vaut mieux le mettre sous forme d'histoire que de poser un truc en disant tout détaillé et tout, parce que ça sert à rien. Et j'aime bien faire des parallèles, comme vous avez vu, mais j'ai pas assez de place dans mes slides pour les photos. J'ai une super photo avec une piste de ski qui descend et une piste de ski qui remonte. Et en fait, pensez qu'entrepreneur, tu es au sommet de la descente, et tu vas descendre et tu vas devoir remonter. Et la remontée, c'est ton chiffre d'affaires. Et en fait, la hauteur de laquelle tu pars, c'est tout ce sur quoi tu capitalises de ton passé. Et plus tu capitalises sur ce que tu as fait dans ton passé, plus tu vas remonter vite de l'autre côté. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui entreprend sur un terrain de jeu qui est complètement vierge, il n'y a personne de sa famille qui a bossé là-dedans, il n'y a personne de sa famille qui a entrepris, il n'y a personne qui a fait ça, en fait, va avoir beaucoup plus d'efforts à faire pour remonter la pente. Et c'est des trucs souvent que tu apprends aussi dans la douleur, hein, parce que derrière, tu as des gens qui ont cet avantage injuste, c'est que tu as des gens qui leur ont ouvert des réseaux de dingue, il y a eu des petites mises en relation qui sont injustes en fait par rapport au truc de base. Et ça, il faut en parler, parce que c'est ce que les gens ils ont envie d'entendre aussi, de dire attends, j'ai mon oncle qui tac tac tac, là j'ai un accès à ça, et ça joue aussi en votre faveur. Moi, je suis dans l'exemple complètement inverse, c'est-à-dire que je suis parti d'en bas de la piste, et c'est ça qui m'a tué. C'est qu'en fait, l'effort pour remonter, il était hallucinant par rapport à des gens qui maîtrisaient déjà la tech, par rapport qui avaient déjà... Et c'est pour ça, il faut vraiment capitaliser sur le passif, quel qu'il soit, pour créer cette dynamique et remonter la pente de ski ou de vélo ou de roller ou tout ce que vous voulez. Mais vous avez compris la logique. Et il faut essayer de partir le moins possible du bas, parce que la concurrence, elle est rude, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui entreprennent, il y a beaucoup de gens qui demandent des fonds, etc. etc. Et il ne faut pas trop se mettre en difficulté. Quitte à avoir des plans intermédiaires qui vont amener plus tard au vrai plan. On a vu comment on s'organise dans la boîte. C'est quoi l'orga, comment on s'organise, blablabla. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la sauce secrète. Et maintenant, on regarde le dernier point. C'est le plus important, c'est comment est-ce que tu vas choper ton client. Parce que si tu as un truc extraordinaire, tu as une sauce secrète extraordinaire, ta gestion elle est parfaite et tout, et qu'en fait tu ne sais pas comment tu cherches tes clients, la discussion elle s'arrête là, quoi. Parce que aller chercher des fonds pour trouver des clients, ça ne marche pas. C'est comme la technologie. J'ai une petite croyance personnelle qui dit que la technologie, elle ne fait que amplifier un truc que tu sais déjà faire. Tu ne délègues pas un truc que tu ne sais pas faire. La technologie, elle va t'aider à le faire plus vite, plus rentable, plus moins cher, etc., etc. Mais elle amplifie un truc qui existe déjà. Quand tu lèves tes fonds, si tu ne sais pas comment vendre déjà de base, tu ne peux pas créer la dynamique qui fait, même si tu as des sous, en fait, tu ne sauras pas quoi dire aux gens. Et ça fait partie des métriques de la mort, la vente. Donc c'est internalisé, on doit savoir comment ça marche. Et une fois qu'on sait comment ça marche, on peut susciter ou demander les leviers financiers qui vont nous permettre de faire une équipe, qui vont nous permettre d'amplifier cet effort. Mais ça ne sert à rien de dire « je ne sais pas vendre, on n'a pas ça dans notre équipe, en fait, il faut que je lève des fonds pour recruter quelqu'un qui va faire du commercial. » C'est très chaud. Enfin, j'ai pas beaucoup d'exemples où ça a marché. Beaucoup d'exemples où ils se sont pris la tête et en fait, mais je te paye pour ça, mais c'est à toi, oui, mais je connais pas assez bien la boîte, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de conflits. Nous, on a eu beaucoup de conflits là-dessus aussi avec mon associé. Et c'est un vrai sujet. Et la leçon de ça, c'est n'externalise pas ce que tu ne sais pas encore faire. Et c'est con, mais je pense que c'est une responsabilité d'entrepreneur. D'abord, tu te cognes le truc dans le dur. Une fois que tu as compris comment ça marche, tu donnes des bonnes instructions aux gens qui vont amorcer le truc et qui vont le faire mieux, plus vite, peu importe. Mais je pense qu'il y a ce premier travail de donner les consignes de base où il faut se cogner le travail un peu soi-même. Donc, j'accélère.
comment s'organise le cycle de vente, les différentes phases, et surtout quelles sont les phases simples, hyper simples, que vous allez dire, bon voilà, moi pour vendre, j'ai 3 étapes, je capte l'attention, je verrouille, je vends, enfin peu importe, je ne vais pas faire du cycle de vente là, mais c'est quel est votre cycle de vente? Quelles sont les activités de vente les plus rentables? Pour nous, c'était ce qui s'appelle le content marketing. On donnait plein de trucs gratuits et derrière, il y avait du lien, ce qu'on faisait, avec la version beaucoup plus évoluée qui était payante. Voilà. Et on faisait ça comme ça. Mais si on ne faisait pas de produits gratuits, on ne pouvait pas vendre. Et ensuite, c'est comment on stabilise et on fait grossir la base client. Parce que c'est ça le but de l'investisseur, c'est que ce soit stable et que ça grossisse. Donc c'est la logique, c'est ta boîte. Ce que je disais, c'est la régularité et l'amplitude de la vague. On peut aussi prendre une autre image que la vague, c'est les roues crantées. Vous voyez les roues crantées, là où tu ne peux pas revenir en arrière? Vous voyez ce que c'est, les roues crantées? Et en fait, le but, c'est de dire, je fais 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, c'est la roue crantée, je ne reviens plus en arrière, ça c'est validé. Ensuite, je fais 12, et c'est validé, je ne reviens plus en arrière. Et en fait, il vaut mieux faire des petites progressions crantées que de faire des trucs de cow-boy, et finalement, en fait, c'est le chaos total sur le tableau de bord. Et c'est stabiliser, faire grossir. Et c'est une manière de voir le truc, et c'est surtout plein de discussions, et c'est rassurant pour les gens que vous aurez en face de vous, d'être sur cette notion de... Ça, c'est des notions stables, des paliers de croissance qu'on a déjà franchis. Et en fait, on a réussi à fidéliser les gens en faisant ci, en faisant ça. C'est l'histoire que vous racontez, en fait. C'est pourquoi on vous aime, pourquoi est-ce qu'on revient chez vous. Est-ce que sur la partie orga interne, il y a des questions, remarques, insultes, tout ce que vous voulez? Oui? Alors moi, je suis assez étonnée en réalité, parce que c'est assez éloigné des discours qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est assez éloigné d'un rendez-vous que j'ai vécu très récemment avec un investisseur. Pourquoi ça me questionne sur la partie organisationnelle, sur la partie justement stabilisation, en plus d'un verrou techno. J'ai la chance de co-développer un projet qui roule super bien. Néanmoins, ça ne s'est pas bien passé. Vraiment pas bien passé. Et à aucun moment, j'ai eu une fenêtre de tir pour pouvoir évoquer soit notre organisation ou comment on fonctionne, je veux dire, dans la partie opérationnelle. Et du coup, je me questionne, à quelle étape ça arrive, ça? Ou est-ce que ça dépend des fonds ou... Alors, c'est un peu différent parce que c'est entre les deux, presque. C'est de la deep tech. Et du coup, c'est des fonds qui arrivent sur de la R&D, alors qu'il y a une autre activité à côté qui roule. Donc, on est presque sur de la série A, en tout cas sur les montants. Néanmoins, c'est le premier tour de table. Non. Étatique? Est-ce que c'est un investisseur privé? Oui. Non. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, c'est vrai que ça me questionne parce que je pense que si j'avais eu l'occasion d'évoquer justement, vous parliez de, je pense qu'on peut se tutoyer, tu parlais de comité de pilotage, etc., et d'une organisation assez bien rodée, tu as évoqué les mind maps. Je pense que dans le monde de la start-up, je ne suis pas toute seule à utiliser ça, et heureusement. Je pense que j'aurais adoré développer cette partie-là. Alors, la question que je me pose vraiment, c'est est-ce que ça va arriver À un moment, Ouais, sur la partie organisationnelle. Après, aller jusque dans le détail, j'ai pensé que c'était inutile, que ce n'était pas le genre de détail que les investisseurs avaient besoin de connaître. Et du coup, je ne suis pas allée jusque dans le niveau de détail de comment on travaille dans le quotidien, plus sur l'organisation, qui fait quoi sur les postes. Mais voilà, c'est vrai que ça me fait réagir un petit peu. Là, on est sur
quelles sont toutes les choses, la philosophie de ce que je fais, c'est quelles sont toutes les choses qui doivent être très claires dans ta tête quand tu vas présenter ton dossier. Ensuite, il y a souvent 3 étapes. Enfin, 4. 3 et 4 étapes sur la discussion. C'est-à-dire qu'on prend le parallèle de la drague. À un moment, c'est coucou, machin, et il se passe plusieurs étapes. Voilà. Et donc là, c'est exactement pareil. C'est juste qu'à chaque étape, la première étape pour moi, c'est qui t'es, qu'est-ce que tu fais, auquel besoin tu réponds, ou problème significatif tu réponds. Est-ce que le marché, c'est un marché qui répond à des petits calculs de il est adressable, mature, il y a un effet de régularité sur le marché qui fait que c'est intéressant, et il y a un effet de levier à faire. Premier. Une fois que tu as fait ça, on va passer sur finalement la partie orga. C'est là où on passe à la section 2. Et ensuite, une fois qu'on a fait section 2, on va arriver sur le 3e truc, où là, on va commencer à discuter un peu plus en détail. Mais après, par exemple, je sais que une des personnes qui était là hier, avec qui je bosse, chaque réunion, en fait, il y a un premier screening qui se fait un peu sur des slides du téléphone, et après, il y a une vraie soutenance. Et à la vraie soutenance, moi, quand je fais comme la voiture pompier et que je repasse derrière les startups, c'est en mode, on est vraiment jusqu'au niveau de combien d'étapes ton UX, en combien d'étapes l'UX se décline, quelles sont les personnes qui sont responsables de chaque niveau de ton UX, et combien ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte, etc. Donc on descend, là j'ai pas l'impression d'être gentil, hein, parce qu'on va beaucoup plus loin dès qu'il y a de la technologie. C'était de dire, là, c'était une plateforme, et sur la plateforme, c'était de dire, OK, mais en fait, tes effets, le moment où tu passes du freemium au premium, c'est quoi les étapes, qui c'est qui s'en occupe, quels sont les process associés, est-ce que c'est normalisé, est-ce que c'est pas normalisé, et ils vont à ce niveau-là de détail. Donc, une fois que tu arrives à ce niveau-là de détail, t'inquiète pas que tu avais déjà fait la petite gestion des routines internes, qui c'est qui fait c'est qui fait quoi, qui c'est qui fixe la stratégie, qui c'est qui donne le coup de pied derrière des équipes, qui c'est qui fait qui c'est good cop, bad cop avec les... Normalement, ça a déjà été fait. Après, il se peut que la discussion s'arrête sur l'adéquation problème-solution ou produit-marché. Mais une fois que tu as passé problème-solution, produit-marché, c'est là où il y a les autres étapes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Récapituler, ça veut dire que, en clair, ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir tout ça en tête quand on va les voir. Néanmoins, ça va être abordé vraiment sur du long terme, et ça va se sentir assez vite si tout ça est érodé. C'est ça? Ok. D'autres questions là-dessus? Non? 4 minutes? 6 slides. Ça va bien se passer. Les plans et les attentes. Donc, ici, c'est assez facile. Comment vous gagnez de l'argent et comment je vais t'aider à en gagner plus pour qu'on puisse se partager la valeur qu'on va créer. Vous êtes d'accord? C'est ça la logique. C'est ça la logique. Je parle dans le micro. Ensuite, c'est où est-ce que tu vas? De quoi tu as besoin? Comment ça va se passer? Et ensuite, la logique de collaboration, investisseur, startup. Donc, money. L'argent, qu'est-ce qui va se passer avec l'argent? Donc, je vais aller méga vite. Hop. Un client, combien il vous coûte à l'achat et combien il vous rapporte à la vente, une fois qu'il est acquis. Combien tu payes pour combien de lifetime value, ça s'appelle? C'est en gros sur le cycle de vie de ton client, il va te rapporter tant. Donc là, il va te rapporter 12 000 € sur un client, et il te fait à peu près 12 000 € par an. Et par contre, chaque année, il va t'en coûter 2002 en événementiel, en relance, en goodies, en tout ce qu'on veut, pour les choper.
Donc, ce qui fait qu'on a la rentabilité de ça moins ça, et donc c'est la rentabilité de ton client. D'accord, il faut être à l'aise avec ça. Mon client, il me coûte tant. C'est pareil pour des publicités en ligne, c'est je balance les collants. Le collant, il vaut 17 €, je ne sais rien. Et ça me coûte 6 € de faire une vente en moyenne parce que j'ai ratissé très très large et j'ai une personne sur 12 qui me l'achète. Et 12 personnes en advertising, ça me fait 6 €. Donc, j'ai ma rentabilité client. Et c'est mécanique. Et ça, il faut être à l'aise avec ça. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça veut dire que votre truc, vos ventes, c'est un peu une science inexacte, on ne sait pas trop où on va, sur un malentendu. Donc il y a des gens, c'est des grands comptes, donc il y a beaucoup de politique, c'est des cycles de vente qui sont, je ne suis pas rentré dans ce détail, hein, qui sont méga longs. Il y a des cycles d'acquisition très longs, voilà, donc combien ça coûte. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le burn rate, c'est combien est-ce que tu crames d'argent tous les mois, combien tu peux tenir sans financement et comment se ventile ce que tu dépenses. Et est-ce que c'est intelligent la manière dont c'est ventilé? Parce que ça peut être aussi, tu peux dépenser très peu et de manière très, très bête et énormément de manière très intelligente. Donc ça, c'est juste, en gros, voici ce que je dépense. Et je sais très bien combien je dépense tous les mois. Et dans mes petits rituels systématisés, je sais que je check tous les samedis matins mon compte en banque et je regarde tous mes trucs et tout, plutôt que de le faire une fois tous les 3 mois. J'ai la spécialité de le faire. Et on sait que c'est toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Voilà, c'est religieux, quoi. Et ensuite, c'est comment je me projette dans le futur. D'accord, en termes de si je suis les courbes actuelles, je vais là. Si j'atteins ce palier-là ou j'arrive à faire tel produit ou tel nouveau marché, je vais là. Et on a des hypothèses. Et la seule chose à faire, c'est de savoir expliquer les hypothèses. Ensuite, c'est, voici, donc là on a vu, voici la photo de l'existant. Voici ce que je fais. Et maintenant, c'est où est-ce que je veux aller. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'argent. Ça tombe bien, c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je pitch devant vous, messieurs, dames. J'ai besoin d'argent et j'ai besoin qu'on m'aide à rentrer dans ce tunnel. Voilà. Et là, une fois que je suis dans ce tunnel, là, ça va être génial. Et pour aller dans ce tunnel, j'ai besoin de fuel. Et il va falloir payer le fuel. C'est cher en ce moment. Et pourquoi il ne veut plus? C'est le temps qui est passé? Non. Confiance et compétence, confidence, compétence. Les ambitions exactes. Les ambitions exactes, dans ambition exacte, il y a le mot exact. Et c'est le fameuse quadrature, c'est-à-dire qu'il faut être précis sur les paliers qui font qu'on va arriver à tel ou tel objectif. Et c'est mes fameuses strates un peu de développement. Ça ne sert à rien de dire qu'on va conquérir le truc, c'est d'abord on va faire une région, c'est des fameuses stratégies tâches d'huile, on se concentre sur un marché qu'on maîtrise bien, et après on va explorer de nouveaux marchés. Et c'est comment est-ce que je t'aide à faire ça? Ensuite, où est-ce qu'on va cramer tout l'argent qu'on va recevoir? Parce que c'est un peu près ça qui se passe, hormis dans le salaire du dirigeant. Et ensuite, pourquoi maintenant, en fait? Pourquoi maintenant? Sauf que si j'ai pas d'argent, je meurs. Si j'ai pas d'argent, j'ai lancé un truc que je peux pas faire tout seul, et en fait, je peux pas le faire, et je me suis auto-tiré une balle dans le pied. Parce que ça arrive. Et donc, c'est pour éviter l'effet de si j'ai pas d'argent, je me suis tiré une balle dans le pied, j'ai créé moi-même ma propre prison, parce que si j'ai pas d'argent, je peux pas avancer. Je suis baisé. Non, je suis pas dit fort dans le micro. Voilà. Et ça, c'est important. Faut pas créer les murs de sa propre prison qui font qu'en fait, on est dépendant du futur argent, parce que ça se fait pas. Voilà. C'est génial. Mais après, c'est toujours bien, ou je pense que tout le monde sera d'accord, les meilleurs deals sont faits quand l'entrepreneur n'est pas dépendant de financement. Parce qu'on négocie mieux, on est plus à l'aise, ça se passe toujours beaucoup mieux. Et sur la dernière étape, donc là, on est au fin fond de la discussion, de la fin. Pour vous, qu'est-ce que c'est un deal parfait? Et c'est aussi votre capacité à vous projeter dans cette question-là. Parce que si on vous pose la question, c'est bien de savoir y répondre. Parce que c'est dire, c'est le deal parfait, je ne sais pas de quoi je parle, etc. Donc le deal parfait, c'est quoi? C'est est-ce que vous cherchez quelqu'un qui vous donne juste du fric? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous ouvrir du réseau? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir fouiller un peu dans l'interne pour vous aider à vous dépatouiller de petites choses qui vous embêtent? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous aider à faire vos recrutements? En gros, c'est
qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Ensuite, c'est qui c'est qui a prévu de sortir à quel moment. Tout le monde connaît la logique de l'investisseur, c'est je rentre là, je sors là et je prends mon chèque et ça va très bien se passer. Donc, vous, quand est-ce que vous sortez? Moi, je m'étais fait tacler à une réunion investisseur parce que j'avais dit, bah non, moi, à un moment, je te rachèterai mon truc et puis ça va très bien se passer. J'ai envie d'avoir, c'est mon petit bébé. Voilà. Et en fait, ça ne plaît pas du tout. Mais en gros, c'est donc la levée de fonds, c'était pas du. Je m'étais trompé de combat. Mais en gros, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ta boîte, quand, et est-ce que les gens qui bossent avec toi sont OK avec tes plans, ou est-ce que vous allez exploser en plein vol parce que vous allez vous prendre la tête dès qu'il y aura des sous en jeu, gros sous en jeu, des gros enjeux. Et ensuite, c'est avec qui tu vas bosser, qui c'est que tu vas voir d'autres. Ça, c'est la question qu'on va vous poser tout le temps, tout le temps, tout le temps. 3 conclusions hyper rapides. Ouais. Respectez qui vous êtes au moment où vous l'êtes et parlez à votre propre miroir et pas la projection de ce que vous aimeriez être dans votre posture d'entrepreneur. C'est clair? Et c'est un vrai sujet. Et c'est le sujet en levée de fonds. 2, rendez service et soyez orientés. Il y a une starification de start-up de dingue. C'est pas un métier, c'est une manière de faire un métier. Le métier, c'est d'aller chez le client, de créer de la valeur pour les clients. Et plus vous restez focus et vos équipes restent focus sur comment créer de la valeur pour les clients, le mieux ça se passe sur le long terme pour tout le monde. Et j'ai malheureusement aucun contre-exemple à ça. Tout bête. Et le dernier, eh ben, c'est pas vous qui avez levé des fonds, c'est un investisseur qui va faire un bon deal. Et c'est pas la même en fait. Et c'est comme votre client, c'est pas vous qui faites une vente, c'est le client qui achète votre produit. Et il faut être à l'aise avec ça, et il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça, parce que c'est ce qui peut faire aussi. Et il faut complètement assumer son truc, quoi. Ça va plus. Il adore les photos, il y a des gens qui disent mais quel branleur, il a mis que des photos, comme ça il peut dire ce qu'il veut. Et en fait, assumez complètement la manière dont vous faites votre sauce secrète, votre productivité, votre style, votre façon de parler et tout ça, parce qu'on a de la chance d'être sur des marchés qui sont larges et à un moment, ben, vous pouvez adresser des gens qui vous ressemblent. Et en tant qu'entrepreneur, c'est toujours 10 fois plus sympa de bosser avec des gens avec qui vous allez avoir du plaisir, avec qui bosser. Et le meilleur moyen pour que ça se passe, c'est que finalement, la boîte, elle soit fidèle à la personnalité des gens qui sont dedans. Nous, on avait un test qui était très con. C'est-à-dire que chaque personne qui rentrait dans l'équipe, on l'emmenait dans une yourte au fin fond du Jura pour passer 2 jours dans une yourte, sans toilette, sans électricité, sans truc. Et le test de la yourte faisait qu'on pouvait bosser ensemble ou pas. Et avec mon associé, on disait, est-ce que tu crois que cette personne-là va passer le test de la yourte? Alors des fois on rigolait, et des fois on a eu raison, des fois on s'est trompé, et tout ça. Mais on a nos petits tests, et c'est un truc culturel très fort, et ça joue beaucoup, parce que pour votre investisseur, je termine vraiment par ça, la culture, sans être dans des débile, c'est que c'est incarner aussi votre propre culture, et à un moment, c'est tu as envie d'aller au fin fond de trucs avec des yourtes et des vaches et t'éclairer à la bougie pour faire ton comité stratégique, et ben fais-le quoi. Et si tu as envie d'aller à Las Vegas, tu vas à Las Vegas, mais en fait, impose ton style, c'est comme ça, et les gens qui voudront bosser avec toi, et ben, ils bosseront avec toi, et puis les gens qui voudront pas, ben, ça tombe bien, théoriquement, toi non plus, tu vas pas te faire plaisir si tu bosses avec eux. C'est l'équilibre, en fait, à la fin, c'est assez simple. Et j'en finis par ça. Ah non, j'en finis par ça. Voilà. Je vous remercie. Moins égale plus. Est-ce que vous avez une dernière question? Non, c'était... T'hésites? Je ne voudrais pas prendre la responsabilité de la dernière question, mais merci.
par rapport à ce que vous avez dit au début et toutes les questions qu'on a pu voir, très pertinentes, effectivement, surtout pour une série A ou d'autres, ça dépend effectivement des étapes d'avancement. Vous aviez dit que vous avez 100 questions en préparation, ou en tout cas que vous alliez lister, etc. Là, on n'en a vu qu'une petite partie. Effectivement, c'est tout, de toute façon, d'avoir des slides ou en tout cas l'avoir en tête et savoir répondre à toutes ces questions-là. Est-ce que cette liste sera accessible ou comment? Eh bien, super. Vous avez répondu. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est sur le slide. Ouais, je mettrai là-bas. Merci. Tu passeras la présentation. Oui. Donc, on vous enverra du coup la présentation et vous aurez sur la dernière slide les coordonnées de Nicolas. Oui, toutes celles qu'on a, on va vous les envoyer. Oui, je vous donne. On fera ça fin de semaine, début de semaine prochaine. Merci. J'ai juste une question qui, elle, pour le coup, pourra peut-être être finale. C'est quoi enfin vous personnellement, votre futur, et ce qui vous fait envie après toutes les expériences que vous avez un petit peu décrites de votre vie, quoi. Qu'est-ce qui vous fait envie là dans les 5, 10, 15 ans, en ayant vécu tout ça, en ayant ces connaissances que vous avez, etc., etc. Qu'est-ce qui vous projetez dans quoi? Enfin, je sais pas comment. Ouais, ben, si je le fais en mode je m'allonge sur mon divan et qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières années? Non, mais on va le faire comme ça. J'ai passé 5 ans sur le projet Clever et 5 ans de beaucoup d'intensité. Et je pense que j'ai autant appris sur le business que sur ma propre manière de gérer ce que je disais, l'intensité, les priorités, etc., etc. Et donc maintenant, c'est comme si j'avais fait 5 ans d'études en plus. Et maintenant, je vais pouvoir vraiment faire ce que je veux en prenant les raccourcis, en fait. C'est-à-dire que j'ai pris tous les chemins difficiles, là, je pense. Je pense que tous les trucs, j'ai fait beaucoup de conneries. Et donc, maintenant, déjà, j'ai compris, c'est pour ça que j'essayais de le dire, pour transmettre ça, c'est la notion de métier. C'est quoi ton métier, en fait? Et moi, mon métier, maintenant, enfin, il est clair, ça fait 15 ans que je fais ça et je reste sur mon métier, qui est le conseil au management. Donc, en gros, tu aides des dirigeants, en gros, t'es une force de l'ombre, quoi. C'est qu'en fait, tu aides les gens à faire leurs petits trucs, tu prépares tout le terrain pour qu'ils s'amusent bien. Et ça, c'est mon métier et j'entreprends dans le développement de cette structure. Donc ça j'ai compris et j'aime ça, j'aime le faire. Et c'est là où finalement, j'aime bien avoir cette confrontation avec d'autres gens. Et ces autres gens, ils aiment bien le temps qu'on passe ensemble. En fait, chacun se nourrit de l'autre. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus dans ce que je fais, vraiment. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté, ça? Je pense que ça m'a apporté le fait que c'est ce que j'ai mis sur les... C'est ça. C'est juste ça que ça m'a apporté. C'est qu'en fait, ça ne sert à rien de faire ça. Il faut réfléchir longtemps, suffisamment, avant de commencer à jouer. Enfin, en fait, faut pas avoir l'ambition de faire ça. Et il faut aller plus vite sur le terrain pour se prendre tous les buts possibles pour pouvoir faire ça le plus rapidement possible. Voilà. Et l'échec, je termine ça. L'échec fait partie du process. Ce que pour moi, j'ai très mal vécu. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais pris quand on avait fait l'intervention chez vous. Quelqu'un sait qui c'est, Tony Hawk? Tu vois qui c'est? Voilà. C'est un cinquantenaire skateboarder qui a été, je sais pas combien de fois, champion du monde de skateboard. Le mec, c'est une légende vivante. Il n'a rien à prouver à personne. Et il a voulu faire un truc de passer un looping en skate. Premier mec de l'histoire qui fait ça en skateboard et tout. Et c'est le gars qui est une légende vivante, il a fait un interview, il a dit de toute façon, je pense que je vais faire 200 essais avant de le passer le looping. Et donc quand tu as le mec qui est le plus fort du monde sur un truc, qui dit de toute façon je vais me rétamer 200 fois avant de faire le truc, en fait ça t'en apprend beaucoup sur l'entrepreneuriat aussi, c'est que en fait l'échec fait partie du process, parce que si tu capitalises sur l'angle n'était pas le bon, la vitesse n'était pas la bonne, l'inclinaison n'était pas la bonne, tout, si tu t'es pas pris toutes les caisses, tu t'es pas pété le tibia et tout, en fait ben, tu n'arrives pas à optimiser. Et plutôt
ça c'est mon enseignement vraiment, c'est plutôt que de craindre la faute, en fait, je vais me planter 200 fois avant de le réussir, et il faut y aller, plutôt que d'être précautionneux dans ces petits papiers et attendre le moment parfait, quoi. Parce qu'en fait, il arrive pas. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ma meilleure manière d'y répondre. C'est tout bon. Merci pour ton intervention. Il n'y a pas de questions dans le chat, donc c'est tout bon. De toute façon, on transmettra le replay et ta présentation. Salut en ligne. Et nous, du coup, on se retrouve demain matin pour un retour d'expérience sur ce qui n'a pas marché lors d'une levée de fonds. Merci pour votre présence.